commence avec la première histoire, celle de Clotilde. Histoire paranormale, spoiler. Clotilde vient de se marier avec un bel homme. J'en sais rien, y a pas de photo, il est peut-être moche. Et évidemment, qui dit mariage dit lune de miel et nos deux amis décident de la passer dans des montagnes dans le Tennessee. Pour l'occasion, ils louent donc une petite cabane en plein milieu des bois. Mauvaise idée. Clotilde amène avec elle des fleurs, des gardénias. Pourquoi? Parce que c'est typique des offrandes qu'on peut faire à la montagne. Elle croit un peu à ce délire là de bonne chance. En revanche, en arrivant, elle se lance pas dans un rituel ou un truc de sorcier, pas du tout, juste elle les met dans une boîte en bois qu'elle pose sur le toit de la cabane. Alors ils s'installent, ils posent leurs affaires, ensuite ils décident d'aller manger, de faire quelques courses, et une fois de retour à la cabane, ils constatent que la boîte en bois n'est plus sur le toit de la cabane, mais qu'elle est explosée sur le sol. C'est-à-dire que le choc a été si violent qu'il y a des bouts de la boîte à plusieurs mètres du point d'impact. Alors la raison n'est probablement pas surnaturelle, je vous rappelle qu'ils sont dans une cabane au milieu des bois, donc il y a beaucoup plus de chances que ce soit un raton laveur ou un ours ou un écureuil qui soit passé par là et qui fait tomber la boîte. Mais il y a un détail quand même vachement chelou, c'est que dans la boîte il y avait des fleurs et que là par terre la boîte est explosée, mais il n'y a aucune fleur. Donc Clotilde elle se dit bon, il y a peut-être du vent et ça les a emmenés à droite à gauche, mais en regardant autour d'elle, elle constate qu'il y a plein de feuilles d'arbres qui sont là posées par terre et qui ne bougent pas, il n'y a pas un pet de vent. Elle est un peu effrayée, elle s'éloigne, elle retourne à la cabane rejoindre son mari et sur le ton de la rigolade elle se dit la montagne a apparemment pas du tout accepté mon offrande. La montagne ou l'esprit qui hante la cabane. C'est donc le début de leur première nuit dans cette cabane, leur première nuit de lune de miel. Et malheureusement, ça va pas être une très bonne nuit pour Ellie, le mari de Clotilde. Lui, au milieu de la nuit, il se réveille à cause d'un bruit. Et c'est comme si quelqu'un frappait très fort sur les piliers qui soutiennent la cabane. Mais des coups tellement forts que le miroir accroché dans la chambre vibre. Malheureusement, les bruits s'intensifient encore et encore. Et là, Ellie commence vraiment à avoir trop peur. Et donc, il secoue Clotilde pour la réveiller. Sauf qu'elle se réveille pas. Elle se réveille pas, elle dort hyper profondément, elle est épuisée du voyage. Et au même moment, Ellie entend un nouveau bruit qui vient cette fois de la salle de bain, donc de l'intérieur de la cabane. Immédiatement, Ellie essaie une nouvelle fois de réveiller Clotilde, il la secoue, mais encore une fois, elle dort trop profondément, elle se réveille pas. Et là, il entend un nouveau bruit qui provient cette fois de la télé en face du lit. Et ce bruit-là, d'après lui, va durer très longtemps et va cette fois réveiller Clotilde. Comme le bruit l'empêche de se rendormir, elle décide de se lever, mais dès qu'elle se lève, le bruit immédiatement s'arrête. À ce moment-là, Ellie est toujours en PLS dans le lit, mais comme il voit que sa femme vient de se réveiller et de se lever, il lui raconte immédiatement tout ce qu'il vient de vivre. Sauf que Clotilde, elle est complètement KO, elle vient de se réveiller en pleine nuit, donc elle comprend rien ce qu'il dit. Donc elle le rassure même pas, elle est juste là, ah ok, et elle se rendort. Le jour se lève, nos deux amis se lèvent eux aussi. Clotilde va se maquiller devant le miroir, et pendant qu'elle se maquille, elle parle à Ellie du bruit de buzzer qui l'a réveillée en pleine nuit. Et devinez quoi, au même moment, cette fameuse sonnerie retentit. Ils vont donc voir ce qu'il y a derrière la télé, et en fait, ils avaient pas vu, mais il y a une vieille ligne téléphonique, et ce fameux bruit de buzzer, c'est le bruit que fait ce téléphone quand il sonne. Clotilde décroche et là elle entend un gros bruit statique, vous savez, comme s'il y avait plein d'interférences dans le téléphone qui camouflent ce qui ressemble à des phrases. Clotilde débranche le téléphone en se disant bah il sert à rien puisque de toute façon les propriétaires de la cabane ont nos numéros de portable, donc s'ils veulent nous joindre ils peuvent. Et d'après elle, c'est probablement les anciens locataires de la cabane qui font une prank aux nouveaux locataires en appelant le téléphone au milieu de la nuit. Bref, la nuit tombe, on est maintenant le soir et Clotilde elle se met à avoir peur dès qu'elle passe devant la porte de la salle de bain qui est juste à côté du lit. Elle saurait pas expliquer pourquoi, mais quand elle passe devant la porte et qu'elle est ouverte et qu'elle voit donc à travers la fenêtre, elle a l'impression d'être observée, elle est mal. Elle se met donc à partir de là, dès qu'elle passe devant, à fermer cette porte. Deuxième nuit, Clotilde dort bien, elle se réveille pas de la nuit, mais au petit matin, Ellie lui explique que lui, il a une nouvelle fois très mal dormi et qu'il a une nouvelle fois entendu ces fameux bruits, ces fameux coups contre les piliers qui soutiennent la cabane. Et comme la nuit précédente, c'est à chaque fois qu'il essaie de s'endormir que les coups reprennent et sont encore plus forts que la fois d'avant. Ce jour-là, il s'est rien passé de bizarre, nos deux amis ont pu profiter de leur voyage. Arrive le soir, on est donc au début de la troisième nuit. Cette troisième nuit, Clotilde sait qu'elle a fait plusieurs rêves étranges, mais elle n'arrive pas à s'en rappeler. Ellie, quant à lui, explique qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit à cause d'un rire. Et c'est là qu'il a vu une femme passer à travers la fenêtre de la chambre, une femme qui avait une robe blanche, une peau très pâle et des longs cheveux noirs qui obscurcissaient son visage. Ellie panique complètement, il hurle dessus, il lui met des coups de pied, mais elle rigole. Elle rigole et après un petit moment, elle s'allonge par terre et donc elle est hors du champ de vision d'Ellie. Peu à peu, il réussit à se rendormir, mais à chaque fois qu'il se rendort, il se fait réveiller car la femme à la robe blanche lui attrape les chevilles et rigole en même temps. Il prétend que tout ce qu'il a vécu est bien réel. Clotilde, elle, lui dit qu'il a sûrement fait une paralysie du sommeil. Bref, la journée passe, rien d'étrange, et vient la quatrième nuit. Ellie explique à Clotilde que c'était de très loin la pire nuit du voyage pour lui. Il a revu cette femme en blanc, mais c'était encore plus intense que la nuit d'avant, c'était encore plus terrifiant. Clotilde essaie de le rassurer, essaie de lui dire de se détendre, de se calmer, que tout va bien. Mais d'un autre côté, elle a aussi ce sentiment de mal-être vis-à-vis de la fenêtre de la salle de bain. Et en plus de ça, ce matin-là, elle constate que le pendentif porte-bonheur qu'elle a ramené et qu'elle a mis sur sa table de nuit a disparu. Clotilde précise que c'est pas un truc qui a de la valeur, c'est pas un objet qui vaut cher du tout, c'est de la camelote, mais en revanche ça avait de la valeur affective pour elle, et c'est un truc qui lui a souvent porté chance dans sa vie, et donc évidemment elle est triste de l'avoir perdu. Petite
ellipse, on est au début de la 6ème nuit, c'est leur dernière soirée en amoureux dans cet endroit magnifique et donc ils décident d'aller faire un petit bain de minuit dans le jacuzzi. Une fois dans le jacuzzi, Clotilde ressent ce qu'elle a déjà ressenti plus tôt, elle se sent observée. Mais cette fois, elle a aussi le feeling qu'elle est pas en sécurité, que la personne qui les observe a pas de bonnes intentions. Ils veulent en avoir le cœur net et donc ils sortent de la cabane, ils font plusieurs dizaines de mètres vers les bois et à peine ils s'approchent de la forêt, ils entendent immédiatement un énorme bruit venant d'un buisson. Le bruit que ferait quelqu'un ou quelque chose qui prend la fuite. Et ça les fait tellement flipper qu'au lieu de poursuivre cette chose, ils se disent bon, c'est notre dernière nuit ici, viens on retourne à la cabane et juste on dort. Clotilde s'endort rapidement et passe une plutôt bonne nuit. En revanche, le matin, elle se fait réveiller non pas par son réveil, mais par des bruits étranges qui proviennent du toit. Et premier truc qu'elle se dit, pourquoi les propriétaires nous ont pas prévenus qu'il y avait des travaux dès 8h du mat ce jour-là. Comme son mari arrive enfin à se reposer, Clotilde décide de se lever pour aller demander aux ouvriers d'arrêter de réparer le toit pendant juste 2 heures, histoire que son mari puisse dormir. Et dès qu'elle se lève, le bruit s'arrête. Et la poignée de la porte d'entrée se met à trembler. Cette porte d'entrée, vous savez, c'est les fameuses portes où il y a une vitre et où donc tu vois à travers. Et devinez quoi, à travers cette vitre, il y a personne. En voyant ça, Clotilde évidemment est terrorisée et immédiatement elle retourne sous la couette et elle se met en boule et les bruits en provenance du toit reprennent. Et Clotilde voit que cette fois ça réveille Ellie. C'en est trop pour Ellie qui a mal dormi les 6 dernières nuits, qui jusqu'à la fin se sera fait emmerder par différents trucs et qui décide de saisir l'arme qui se trouve dans le tiroir de sa table de nuit, ouais on est aux États-Unis, et de se lever pour sortir de la cabane et voir ce qu'il y a sur ce putain de toit. Et il tombe sur rien. Il n'y a plus un bruit et il n'y a rien sur le toit. Comment le truc qui était à l'origine de ce bruit très fort et très vénère a pu disparaître en 1 seconde sans qu'Ellie ne le voie? Eh ben écoutez, ni Ellie ni Clotilde n'ont la réponse à cette question. Alors ils décident tout simplement de plier bagages en 5 minutes avant de reprendre la route et de rentrer chez eux. Sachez qu'en rentrant chez eux après leur lune de miel, ils ont plus jamais rien vécu de bizarre comme ça, il n'y a pas eu de femme à la robe blanche qui s'est infiltrée dans leur chambre. Alors ils ont tous les deux une explication, qui est évidemment de la pure spéculation étant donné qu'ils n'ont pas eu de preuves, qu'ils n'ont rien retrouvé, que ce soit pour les fleurs écrasées, pour le bruit du toit. Selon Ellie, il s'agirait d'un animal un peu comme le Bigfoot, un espèce de gros animal un peu mythique qui serait venu un peu autour de la cabane rôder et essayer de s'infiltrer à la recherche de nourriture en fait, comme c'est le cas dans des zones très rurales où il y a des gens, où il y a des ours qui tournent autour de chez eux, etc. Ellie, il est persuadé que c'est ça. Clotilde, en revanche, pour elle, c'est clairement un esprit, il y a clairement un truc paranormal et pour elle, il y a des signes qui trompent pas. Déjà, le téléphone, où quand elle décroche, il y a des espèces de bruits d'ondes qui cachent des bruits de voix. Bref, c'est un truc qui fait penser un peu à un poltergeist. Aussi, son pendentif porte-bonheur qui disparaît alors qu'elle sait qu'elle a mis sur sa table de nuit et que la cabane est toute petite et qu'il le retrouve pas. Pour elle, il est évident qu'il y a quelque chose, une présence, un truc dans cette cabane qui ne voulait pas d'eux et qui leur a fait comprendre comme il se doit. Bref, ne louez pas cette cabane pour vos vacances. J'aurais bien aimé qu'ils nous donnent l'adresse, comme ça on est sûr de pas y aller. Et surtout, on aurait pu envoyer l'adresse au grand JD. Putain, imaginez une nuit de JD dans cette cabane, mon rêve. Bref, il est temps pour moi de vous raconter la deuxième histoire beaucoup plus pragmatique, celle de Mélanie. En gros, à l'époque, dès qu'elle avait du temps, elle prenait des potes à elle, elle prenait une glacière avec plein de bière et elle partait camper à l'aventure. C'est un truc qu'elle faisait très régulièrement. Malheureusement, un jour elle a dû changer d'école, elle s'est fait des nouveaux potes, pas de soucis de ce côté-là, mais ces nouveaux potes camper, bah c'était pas du tout leur truc. Le temps passe, Mélanie ça lui manque, c'est vraiment une aventurière et un jour il fait tellement beau qu'elle se dit bon là ce serait du gâchis de pas aller camper, je sais que mes potes aiment pas ça, bah tu sais quoi, je vais y aller seule. Elle prend son matos, elle saute dans sa voiture et elle rejoint un spot isolé mais quand même assez proche de la civilisation pour pouvoir avoir de l'aide facilement si jamais elle a un souci. Elle arrive sur place, elle monte un petit camp et puis elle se pose au bord du feu avec un bouquin et rapidement lui vient ce feeling désagréable qu'on connaît dans ces threads d'horreur, elle se sent observée. Elle se sent observée, elle entend des brindilles craquer, c'est normal, on est en forêt, il y a plein d'animaux. Mais quand même, elle entend des branches vraiment craquer, alors elle regarde en direction de ces branches et elle voit une biche qui la regarde et qui se barre en courant. Elle continue de lire son livre, elle continue aussi d'entendre toutes sortes de bruits de forêt autour d'elle, ce qui lui fait évidemment très peur. Et puis peu après minuit, elle rejoint sa tente et elle éteint les lumières. Elle s'endort paisiblement et vers 2h du mat, elle se réveille parce qu'elle entend des bruits très légers de pas. Immédiatement elle se dit bon bah c'est probablement la biche que j'ai vue tout à l'heure ou un autre animal. C'est le classico camping, c'est ce qui arrive très souvent quand t'es posé au milieu de la forêt. Et après 30 minutes à dormir d'un seul œil, elle entend quelque chose qui frotte la tente et elle voit du mouvement à travers le tissu de la tente. Très discrètement, elle saisit le couteau de chasse qu'elle laisse toujours à proximité de son duvet quand elle fait du camping et elle reste parfaitement immobile, elle fait genre qu'elle dort. À 4h du matin, elle est toujours allongée dans sa tente et elle a pas réussi à se rendormir depuis cet événement. Et carrément, plus le temps passe et plus elle se dit mais attends, c'était quand même bizarre, je vais peut-être même garder mes bottes à mes pieds au cas où si jamais faut que je m'enfuis rapidement. Et au moment où elle se dit ça, elle entend au loin l'alarme de sa voiture qui se déclenche. Là évidemment, elle va pas rester passive et ignorer ce qui se passe, elle sort de la tente, elle fait 2 pas en direction de la voiture et elle est immédiatement stoppée par une main qui se glisse sur sa bouche et qui la bloque. Quelques heures plus tôt, il y avait bel et bien quelqu'un qui était autour de la tente, qui était en train de prévoir comment il allait s'attaquer à elle. Réflexe immédiat, Mélanie essaie d'hurler toutes ses forces, elle ouvre grand la bouche, et un doigt de la main qui est sur sa bouche se glisse entre ses dents. En sentant ça, Mélanie serre de toutes ses forces sa mâchoire, à tel point qu'elle arrache le doigt de la personne qui a la main sur sa bouche.
et il part en courant vers le bas de la colline sur laquelle Mélanie a dressé son camp. Mélanie, elle a couru tout droit vers là où elle pouvait, mais pas vers sa voiture, puisque l'alarme venait de sonner, donc il y avait peut-être une autre personne qui était autour de sa voiture. Elle a couru jusqu'à la première maison qui était à proximité et elle a bourriné à la porte, jusqu'à ce qu'enfin quelqu'un vienne lui ouvrir. Bref, Mélanie est sous le choc, elle explique ce qui vient de se passer à la personne qui lui ouvre, et immédiatement la personne lui met une couverture sur le dos, appelle la police et s'occupe d'elle. Bref, meilleure personne à croiser dans ce genre de situation. Quelques dizaines de minutes plus tard, bah oui, parce qu'on est en pleine forêt donc c'est long, les policiers arrivent sur les lieux, ils se mettent à faire des relevés tout autour du camp et surtout ils constatent qu'il y a un bidon rouge d'essence juste à côté de la tente de Mélanie. En gros, le mec aurait pu, s'il le voulait, foutre littéralement le feu à la tente, avec Mélanie à l'intérieur. Et surtout, plus étrange encore, le doigt a disparu. Ça veut dire que le mec est revenu chercher son doigt quand Mélanie, elle, venait de se réfugier dans une maison non loin de là. L'enquête policière n'a rien donné, mais Mélanie peut pas s'empêcher de penser que quelque part dans la nature, il y a un mec, peut-être même un père de famille, qui n'a plus de petits doigts. En tout cas, cette histoire me rassure. Pourquoi? Parce que Mélanie, elle s'est pas fiée à son instinct de y a un truc bizarre là. Et quand même, tout finit bien. Bon, bien, c'est relou, elle a vécu un truc pas drôle, mais tout finit bien. En fait, cette histoire, elle me fait penser à une histoire qu'a vécu une proche à moi, qui est rentrée chez elle un soir, il faisait nuit. Et pareil, il y a un mec qui l'a chopé par derrière et qui a mis sa main sur sa bouche, exactement comme à Mélanie. Sauf qu'elle, elle était en train de fumer une clope. Dès que la main s'est mise sur sa bouche, elle a retourné sa clope et elle l'a mis dans l'œil du mec. Imaginez la douleur, je pense que c'est pire que de se faire arracher un doigt. Le mec du coup il a immédiatement lâché en hurlant, donc elle a pu s'enfuir. Elle vit dans un village, elle vit pas dans une ville, et elle se dit putain, ça se trouve un jour je vais croiser un gars qui a une brûlure à l'œil et je saurai que c'est le gars qui m'a agressé ce jour-là. Bref, une fois de plus, voilà, camper dans des bois, dans des tentes. Non merci, je l'ai fait cet été, je me suis chié dessus, je le fais plus. Bon, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire, c'est celle d'Isaac. Elle est trop bizarre. Il a vécu un truc méga chelou, j'ai pas d'explication. Peut-être que vous en aurez une, peut-être c'est déjà arrivé à 3 gars parmi vous, et je compte sur vous pour nous le dire. Isaac, il a vécu plus de 15 ans dans une zone rurale du Michigan. Il se faisait un peu chier et il passait son temps à explorer les bois autour de chez lui. Quand il était petit, il allait y faire du vélo. Quand il était ado, il y emmenait ses crushs en date. Et une fois adulte, il est devenu propriétaire de la maison familiale. Bref, tout ça pour dire qu'il les connaît par cœur. À tel point qu'il s'est jamais perdu dans ces bois pendant plus de 10 ans. Ce 17 février, Isaac finit sa sieste en début d'après-midi. À son réveil, son chien est agité, il lui fait comprendre clairement qu'il veut sortir et Isaac comprend qu'il y échappera pas. Alors il s'y colle et il se met à marcher sur le chemin principal en direction des bois avec son chien. La balade se passe très bien, c'est reposant pour Isaac, c'est très cool pour son chien qui court partout. Et après 1 heure de balade sur ce chemin, il est temps de faire demi-tour. Isaac nous explique que son chien sur le retour, il l'attend pas. C'est-à-dire, il bombarde tout droit jusqu'à la maison. Et aussitôt, Isaac aperçoit un mouvement qui vient de sa gauche. Isaac nous dit que dans un premier temps, il s'attend à tomber sur une biche, un écureuil, un lapin, un renard, bref, un animal de la forêt. Sauf que c'est pas sur ça qu'il est tombé. Il tombe sur son voisin de 18 ans, planté là, en plein milieu de la forêt. Il est dos à lui et il bouge absolument pas. Au début, Isaac sait pas trop comment réagir, alors juste il le fixe en se disant bah il va se retourner, il m'a entendu, il a entendu mon chien, il va se retourner. Mais pas du tout, son voisin reste immobile, dos à lui. Isaac explique que ce jour-là, il a beau avoir 26 ans, il ressent des trucs trop bizarres à ce moment précis. Et à un moment, ce qu'il ressent, ça devient tellement intense qu'il ferme les yeux et il a l'impression de tomber dans le vide en continu, à l'infini. En rouvrant les yeux, il est par terre. C'est comme s'il venait de tomber dans le coma pendant quelques secondes. Mais à son réveil, il a l'impression que quelque chose a changé. Déjà, son voisin n'est plus là. Ensuite, il fait beaucoup plus sombre. Pas comme si le temps s'était couvert et qu'il y avait des nuages, mais plus comme s'il y avait une espèce d'éclipse solaire. Et surtout, il se sent pas à sa place. C'est comme si la forêt ne voulait pas de lui. Il finit par se relever et quand il se retourne, il tombe sur son voisin. Il est face à lui, cette fois il le regarde et il lui parle et lui demande s'il va bien. Et une nouvelle fois, il ressent un truc bizarre, il a l'impression qu'il est en danger. Et carrément, instinctivement, pour se défendre, il lève les bras au-dessus de lui. Et une nouvelle fois, blackout. Il se réveille à 4-5 mètres de l'endroit où il s'est évanoui. Son chien est à côté de lui, mais son voisin n'est plus là. Isaac comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Alors il se lève et il tape son meilleur sprint jusqu'à chez lui. En arrivant chez lui, évidemment, il verrouille sa porte d'entrée à double tour et il va tout de suite prendre une douche, il se sent mal. 1 heure plus tard, son colocataire rentre et il tombe sur Isaac, assis dans le canapé au milieu du salon, en train de se taper un bon gros whisky et de fumer des clopes. Immédiatement, il comprend qu'il y a un truc qui va pas. Isaac lui explique ce qui s'est passé et son colocataire lui dit écoute, il y a probablement une explication très pragmatique, t'es pas fou, t'inquiète, je vais aller toquer chez ton voisin et je vais lui poser des questions. Comme ça, on va savoir si ce que t'as vécu est réel ou si juste tu t'es évanoui et t'as halluciné. 30 minutes plus tard, son colocataire est de retour et il est terrifié. Il s'assoit à côté d'Isaac et il lui raconte ce qui s'est passé. En arrivant chez le voisin, déjà il n'y avait aucune voiture devant la maison, donc son coloc a supposé qu'il n'y avait personne. Il a quand même sonné et après plusieurs secondes, la porte d'entrée s'est ouverte juste de quelques centimètres. Il a approché sa main de la porte pour la pousser, sauf qu'au moment où sa main a touché la porte d'entrée, elle s'est ouverte d'un coup sec. Et derrière elle se trouvait le fameux voisin qui fixait le sol.
Le coloc d'Isaac lui dit bonjour à plusieurs reprises et le gars ne réagit pas. Il tend donc le bras pour légèrement pousser le mec comme pour lui dire "Eh oh, réveille-toi, fin de la blague." Et au moment où sa main le touche, le mec tombe par terre, comme s'il s'évanouissait devant lui. Et avant même qu'il puisse réagir, il y a un coup de vent qui claque la porte d'entrée devant lui. À ce moment-là, le coloc d'Isaac, il a pas forcément peur, il est juste en bad pour le gamin qui vient de se rétamer la gueule devant lui et donc il toque, il sonne et il appelle à l'aide parce qu'il veut lui venir en aide. Au bout d'un petit moment, il y a quelqu'un qui enfin ouvre la porte d'entrée. Mais c'est pas le voisin. C'est une infirmière. Cette infirmière, elle est là pour la fille de son voisin parce qu'elle a une maladie grave et elle a toujours besoin d'une aide à domicile. Évidemment, en ouvrant la porte, elle regarde le coloc d'Isaac comme s'il était complètement taré. Et Isaac lui dit "Où est le gamin? Il s'est évanoui, faut qu'on l'aide." L'infirmière le regarde et lui dit "Quel gamin? Il y a que moi et la fille là." Après ça, le coloc d'Isaac se sent très con et il a plus qu'une chose à faire, monter dans sa voiture, rejoindre Isaac et lui expliquer ce qui vient de se passer. Alors Isaac prend le soin de nous expliquer que c'est clairement pas une blague de son coloc, ils sont potes depuis 20 ans et clairement il aurait pas fait une blague après qu'Isaac lui ait raconté un traumatisme qu'il venait de vivre, ça a pas de sens. Quelques semaines plus tard, Isaac nous a update sur l'histoire et vous allez voir c'est très intéressant. En fait, quelques semaines plus tard, il y avait une fête organisée par son voisin et il y était convié. Pas par le fils du voisin, le fameux gars de 18 ans, mais par ses parents. Isaac et son ami décident d'y aller parce qu'ils y voient enfin l'occasion d'obtenir des réponses sur ce qui s'est passé ce jour-là. En arrivant sur place, ils vont immédiatement, vous en doutez, parler au fameux fils de 18 ans. Quelques minutes passent et il lui pose la fameuse question. C'était quoi ce bordel dimanche il y a un mois? Le voisin leur répond "Les gars, de quoi vous parlez?" Mais en même temps, il a le regard fuyant, comme s'il savait très bien de quoi il parle. Isaac, immédiatement, il est vénère. C'est-à-dire, il regarde le voisin et il lui dit "Écoute, maintenant tu vas me dire ce qui s'est passé ou je vais t'éclater la gueule." Isaac, il lui met un vrai coup de pression, carrément, il y a son pote qui se met entre lui et le voisin pour éviter que ça dégénère. Et devinez quoi? Ça marche. Sous la pression, le voisin se met à lui raconter à demi-mot certains trucs. Il lui explique qu'en octobre dernier, il a changé de fréquentation. Son nouveau groupe de potes, eux, leur truc, c'est prendre de la drogue dure. Genre des trucs très énervés. Mais il y a un truc bizarre, c'est qu'ils sont persuadés d'être des sorciers. À tel point que régulièrement dans les bois, ils font des rituels. Genre ils essaient d'invoquer des esprits, des entités, bref, provoquer des trucs paranormaux. En revanche, il explique à Isaac et son pote que là, ça fait vraiment plusieurs mois qu'il les a pas vus et qu'il a arrêté tout ça. Et la drogue et les rituels. Depuis, ils y repensent souvent, ils sont stressés, ils sont dans le mal par moments, c'est un vrai traumatisme pour eux ce fameux dimanche. À tel point que là, au moment où il écrit ça, Isaac, il a décidé avec son ami de faire une thérapie de groupe pour essayer d'en finir avec cette histoire. Alors peut-être que c'est du domaine du médical, genre peut-être c'est juste vraiment évanoui, et peut-être que son pote, il était méga stressé parce qu'Isaac venait de lui raconter sa vision des choses. Il y a plein d'explications, je pense, très scientifiques, mais il y a aussi plein d'explications paranormales à ce qui s'est passé. Et parmi ces explications paranormales, j'en ai retrouvé donc dans les commentaires de ce post. Il y a quelqu'un qui lui dit déjà, évidemment, d'aller voir un médecin, de faire un check neurologique, etc., voir s'il n'y a pas juste une raison médicale, et qui lui dit ensuite que ce qu'il a expérimenté, ça peut ressembler à plusieurs choses. Il a plusieurs thèses, le gars, il dit par exemple que ça peut être genre une possession, pas de lui, hein, mais du mec de 18 ans. Il lui dit aussi que ça peut être, vous savez, ces fameux trucs d'enlèvement extraterrestre où des gens s'évanouissent, se réveillent avec une cicatrice, machin. Bon, on en pense ce qu'on veut, je vous dis juste les thèses possibles paranormales, histoire qu'on ait un peu à manger là, à la fin de cette histoire. En revanche, lui, il lui dit qu'il a probablement vécu un glissement de temps. C'est-à-dire qu'il a fait un jump dans l'espace-temps, d'où le fait qu'à un moment, il est avec la première histoire, celle de Lisa. C'est un heureux événement autour de Lisa puisque c'est l'anniversaire de sa meilleure amie, elle fête ses 20 ans. Évidemment, elle veut organiser une petite fête pour célébrer ça, sauf qu'elle vit chez sa mère, elle a pas envie de foutre le bordel dans l'appart de sa mère, donc elle fait le petit classico Airbnb à la campagne pour aller faire la fête tranquille sans importuner des voisins. Malheureusement, le jour J, il faut aller récupérer les clés, sauf que la pote de Lisa est très en retard, donc c'est Lisa elle-même qui va au gîte récupérer les clés avec la mère de sa pote. Déjà, ce fameux jour, avant d'atteindre la maison, Lisa elle galère, c'est-à-dire que c'est vraiment une maison, tu peux pas faire plus isolée. Elle est paumée entre des vignes, en plus c'est une zone où il y a du brouillard, enfin ça fait vraiment film d'horreur. En arrivant sur place, la proprio lui fait une petite présentation des lieux, et la maison est très grande, il y a 3 chambres à l'étage et une chambre au rez-de-chaussée. L'état des lieux est terminé, Lisa se met au travail, elle commence à préparer la maison, à la décorer, à mettre en place des petits trucs à grignoter, parce que je vous rappelle que le soir il va y avoir une énorme fête dans cette maison. Non. Quelques heures plus tard, la pote de Lisa arrive et elle devait arriver avec plein d'invités, tu sais, un peu en mode soirée américaine. Elle arrive avec une seule amie et malheureusement tous les autres invités ont décommandé. Petite clim, l'ambiance n'est pas ce qu'elle aurait dû être, mais bon, quand même, une maison de campagne, à 3, c'est quand même le kiff. Ça met de la musique à fond, ça se sert des petits verres, ça fume des trucs, et donc Lisa et ses 2 amis décident d'ouvrir une fenêtre. Mais elle laisse quand même le volet à moitié fermé, elle laisse le crochet du volet. Le temps passe et nos 3 amis ont très faim. Malheureusement, la maison est vachement isolée, donc il n'y a aucun livreur qui vient jusqu'ici. Donc les 2 copines de Lisa décident d'aller au KFC, ce qui arrange fortement Lisa, étant donné qu'elle avait pas envie de bouger de la maison puisqu'elle se sent pas très bien, elle a mal au crâne, il y a peut-être un truc qu'elle a fumé qui réagit mal dans son corps. Lisa est donc seule dans la maison et elle décide d'aller au premier étage se démaquiller dans l'une des salles de bain des chambres. Pendant qu'elle se démaquille, elle entend du bruit venir du rez-de-chaussée. Comme ses 2 amies viennent de partir, elle se dit qu'elles ont oublié un truc, genre les clés de la voiture ou de l'argent pour payer le KFC, et que donc elles ont juste rouvert la porte pour prendre un truc et qu'elles vont repartir. Mais quand elle les appelle,
pas de réponse. Alors là, elle se dit, bon, il y a dû avoir un courant d'air, du bruit, et en fait, c'était pas mes potes, elles sont bel et bien parties, elles ont rien oublié au rez-de-chaussée. Lisa finit de se démaquiller, puis elle descend au rez-de-chaussée, et avant de se poser, elle décide de ranger un peu, parce que c'est quand même pas mal le bordel, et elle réalise que il fait froid, bordel. Et qu'en fait, elles ont laissé la fenêtre ouverte depuis tout ce temps, sauf qu'on est fin novembre, ça caille. Elle s'approche donc de la fenêtre pour la fermer, et là, elle voit que le crochet du volet a sauté. Ça lui met un petit coup de pression et elle se dit bon, je suis fatiguée et surtout j'ai fumé, donc ça se trouve je suis en train de me faire des idées, d'imaginer des trucs. Dans le doute, elle envoie un message à ses copines pour leur dire de se dépêcher et elle commence à inspecter la maison pièce par pièce pour être sûre qu'il y a personne. Elle est en plein bad en fait, elle a fumé, elle bad et elle se rend compte que malheureusement le message qu'elle a envoyé à ses copines pour leur dire de se dépêcher n'est jamais parti puisque la maison est très isolée et qu'il y a très peu de réseau. Elle inspecte donc toutes les pièces une à une, bon pas chaque recoin mais elle ouvre toutes les portes, elle regarde globalement et bonne nouvelle, il y a personne. En arrivant dans sa chambre, elle constate que ses affaires sont en bordel. Parmi ses affaires se trouve un déodorant et elle explique qu'elle a un petit toc, elle peut pas s'empêcher quand elle voit son déo d'en mettre. Peut-être que certains se reconnaissent parmi vous dans cet acte. On vous juge pas, c'est promis. Lisa éteint la lumière de sa chambre, elle s'allonge dans son lit et elle se dit bon, je vais me faire une petite sieste le temps que mes deux potes reviennent. Problème, elle arrive pas à s'endormir. Et après plusieurs minutes dans cette situation, elle entend des bruits qui viennent cette fois de sous son lit. Et ces bruits, c'est un peu comme si quelqu'un tapait légèrement contre le sommier du lit pour voir si ça la fait réagir. En entendant ces bruits, Lisa évidemment est complètement tétanisée dans son lit, elle sait pas quoi faire et elle comprend que c'est du sérieux, que c'est pas normal du tout. Et puis après plusieurs secondes qui lui paraissent évidemment une éternité, elle sent le matelas qui se baisse de son côté, comme si quelqu'un appuyait sur le matelas de son côté. À ce moment-là, Lisa elle se dit que c'est terminé, qu'il va lui arriver une dinguerie, que c'est fini. Pendant que son esprit est tétanisé, son corps lui vient en fait de saisir le déodorant qui était à portée de main sur le sol. Et pendant qu'elle continue à faire semblant de dormir et qu'elle a le déo dans la main, elle sent un souffle chaud sur sa nuque. C'en est trop pour Lisa, c'est l'élément déclencheur, et elle asperge le visage de cette personne de déodorant. Et puis elle court dans la salle de bain du rez-de-chaussée et elle s'enferme à l'intérieur. Rapidement, le mec tambourine la porte, il crie, il lui hurle dessus. Lisa est terrorisée et surtout elle a les yeux rivés sur le verrou de la porte qui est tout petit. Elle sait qu'à un moment ou à un autre, ce verrou va lâcher et avant même qu'elle choisisse quoi faire, son corps se précipite vers la fenêtre de la salle de bain et elle s'échappe de la maison par cet endroit. Une fois dehors, Lisa, elle entend toujours le mec gueuler dans la maison et évidemment, elle sprint aussi fort qu'elle le peut. Après plusieurs dizaines de secondes de sprint, Lisa tombe enfin sur une maison. Malheureusement, toutes les pièces sont éteintes et il semble y avoir personne dans la maison. Lisa sprint depuis déjà un moment, elle commence à avoir plus de souffle, elle pourra pas sprinter éternellement et donc il lui reste une seule option, c'est se cacher. Et c'est ce qu'elle va faire dans le bac à compost de la maison. C'est des bacs qui sont en extérieur et dans lesquels on met tous ces détritus, genre ces épluchures de fruits, etc. Donc c'est globalement un truc qui pue, mais c'est un truc fermé. Et Lisa se dit bon bah c'est ma meilleure chance. Elle rentre dedans, elle ferme derrière elle et elle a deux réflexes incroyables. Le premier, c'est qu'elle met la luminosité de son téléphone au minimum pour qu'il lui reste le plus possible de batterie. Le deuxième, c'est qu'elle met son téléphone en silencieux. Et aussi, enfin une bonne nouvelle, Lisa voit que à ce nouvel endroit, elle a 2 barres de réseau. Elle peut donc appeler ou envoyer des messages. Mais au moment où elle veut appeler la police, elle entend le mec qui l'a suivi à travers la vigne et qui se trouve maintenant à quelques mètres seulement du bac à compost et de la maison. À ce moment-là, elle se dit bon bah je suis morte. Il y a pas 1000 cachettes ici, il y a une maison fermée, il y a juste un bac à compost à côté. Faut pas être un génie pour aller voir dans le bac à compost. Elle se dit ça et en même temps, elle se souvient d'un numéro. Elle se souvient du 114. C'est le numéro d'urgence pour les sourds et malentendants. C'est-à-dire que c'est un numéro où tu ne parles pas au téléphone et personne te parle. Ça se passe que à l'écrit. Donc ça fait aucun bruit. Il y a tout de suite un opérateur qui lui répond et lui explique ce qui se passe. Et puis l'opérateur lui dit les secours sont en route, ils vont arriver d'ici 5 minutes. Sois la plus discrète possible. Il y a plus grand chose à faire. Lisa verrouille son téléphone et elle attend. Et puis après plusieurs minutes, elle entend enfin des sirènes au loin. Lisa se fait toute petite dans le bac à compost, elle entend des bruits de pas qui s'intensifient, puis elle entend les policiers faire des sommations, et puis un gendarme finit par ouvrir la trappe du bac, à la trouver et à lui dire « c'est bon, t'es en sécurité, c'est fini ». Et c'est qu'à ce moment-là que Lisa retrouve l'usage de la parole, elle fond en larmes, elle évacue toute la pression qu'elle vient de se prendre, et elle réalise aussi ce qui vient de se passer. Alors comment ce mec a trouvé cette maison et s'est rendu là et a fait tout ça? Et ben en fait c'était pas un inconnu, c'était tout simplement le fils du propriétaire de la maison. Et que donc il connaissait parfaitement la maison puisqu'il y a vécu pendant des années et qu'il savait aussi qu'il y avait des meufs de 20 ans qui allaient venir fêter un anniv ce week-end-là dans la maison. Et pour ne rien arranger, il a déjà dans le passé été accusé et condamné pour viol et agression sexuelle. Sachez que Lisa est française, donc peut-être qu'elle regardera cette vidéo. Donc Lisa, je suis ravi qu'il te soit rien arrivé, t'as vraiment assuré. T'as eu plein de réflexes incroyables, le déodorant, la salle de bain, la fenêtre, tu peux être fier de toi. Bon,
Bon, passons à une autre histoire qui a rien à voir. Là, ça m'a mis le bad. Cette histoire, elle est badante aussi, mais c'est très différent. Et c'est une histoire paranormale. C'est l'été, il fait beau, Sacha est en vacances et il décide avec ses parents d'aller rendre visite à sa sœur qui habite à l'autre bout du pays. Ils arrivent à destination le soir. En arrivant, ils se font un bon dîner, ils discutent, ils rigolent. Mais les 12 heures de route sont là et donc Sacha et sa famille sont fatigués, donc tout le monde va se coucher. Ses parents vont dormir dans la chambre de sa sœur et sa sœur va dormir avec son neveu dans une autre chambre. Donc Sacha n'a plus qu'une option, c'est de dormir sur le canapé du salon. Évidemment, comme n'importe quelle personne de 13 ans, il est dans le canapé, devant le canapé, il y a une télé, donc qu'est-ce qu'il fait au lieu de dormir? Il regarde des trucs. Et rapidement, il est 4 heures du matin et Sacha réalise que il va être très fatigué le lendemain puisqu'ils ont prévu une journée avec pas mal d'activités et qu'il serait peut-être temps de dormir. Il éteint la télé, il essaie de dormir, mais au bout d'une heure, il ne dort toujours pas, il fait une petite insomnie. Pour faire passer le temps, il décide de sortir des albums de photos de famille et de les feuilleter. Rapidement, le jour se lève, la lumière commence à illuminer tout le salon. Vers 8 heures du matin, Sacha enfin entend une porte s'ouvrir dans le couloir et il se dit « Ah, je vais pouvoir prendre mon petit déj ». À ce moment-là, lui, il a fini de feuilleter les albums de photos de famille, donc il est allongé tranquillement dans le canapé. Il entend la personne s'approcher de la table sur laquelle se trouvent toutes les photos de famille et y réagir. Sauf que ces photos, c'est des photos de famille qui regardent à chaque fois qu'ils se voient depuis des années, donc tout le monde les connaît, il n'y a pas de surprise quand tu les vois normalement. Sacha est toujours allongé dans le canapé, il voit toujours pas la personne qui est dans le salon avec lui, mais il lui parle et il part du principe que c'est sa mère. Il lui dit donc « Salut maman, est-ce que t'as bien dormi ?» Mais malheureusement, aucune réponse. Donc il se dit, ah ça doit être ma sœur, il lui fait une petite blague, il lui dit, hey salut Sorette, alors tu vas préparer quoi de beau au petit déjeuner pour ton petit frère? Et encore une fois, aucune réponse. Qui que ce soit, la personne se déplace à nouveau et Sacha est maintenant en mesure de la voir. Et là, mauvaise surprise. La personne se met de nouveau en mouvement, cette fois elle se dirige vers le couloir et Sacha aperçoit enfin son visage. Son visage est un hybride parfait entre le visage de sa mère et le visage de sa sœur. Sacha, il croit faire un arrêt cardiaque en voyant ça, il se dit mais qui est cette personne? Il précise que carrément il s'est pincé hyper fort pour vérifier que c'était pas un cauchemar, qu'il s'était pas endormi sans s'en rendre compte. Et en plissant les yeux, il la voit de nouveau et il constate qu'elle est de nouveau face aux photos qui sont sur la table et elle est en train de les regarder. Et là, il se passe un truc terrible. La sœur de Sacha, la veille au soir, avait répondu à un appel sur son tel et avant d'aller se coucher, elle l'a oublié sur le canapé sur lequel dort Sacha. Et le téléphone s'est mis à sonner. La personne debout dans le salon qui regarde les photos entend donc la sonnerie du téléphone et d'un coup, elle se met à paniquer et elle regarde dans la direction de Sacha. Et donc il croise le regard de la personne. Et là, ce qu'il voit, c'est trop. Les yeux de la personne en face de lui sont complètement noirs. Sa bouche s'ouvre de façon étrange et d'un coup, cette personne se met à crier « Non ». Et après ce cri, la personne court dans le salon vers la porte qui mène au sous-sol. Elle descend et elle continue de crier « Non, 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 non ». Et peu à peu, le calme revient dans la pièce. Il comprend que cette personne ne reviendra pas, que c'était peut-être une alu. Il va attendre comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes par peur que la personne revienne dans le salon et en ait après lui. Mais pour autant, il ose pas crier, il ose pas faire de bruit, il ose pas appeler à l'aide, il est tétanisé. Après un long moment comme ça, le silence est rompu par une porte qui s'ouvre. Il tourne la tête et il aperçoit sa mère. Sa vraie mère. Elle fredonne un air joyeux, elle met en route la machine à café, elle commence à faire des toasts. Très peu de temps après, une autre porte s'ouvre, rapidement Sacha voit sa sœur, cette fois c'est aussi vraiment elle. Évidemment, elle se moque de lui, sa mère lui dit mais t'as pas dormi de la nuit, va donc dans la chambre de ton neveu. Et avant ça, j'aimerais d'ailleurs s'il te plaît que tu ailles chercher la moustiquaire qui est mystérieusement tombée de ma fenêtre cette nuit. Sacha se dirige vers la chambre de son neveu et dans le couloir, il y a plein de photos de famille sur les murs et en les regardant, il voit qu'elles ont toutes changer de place. Il trouve ça super chelou, pour lui c'est clairement une preuve de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a tout de même demandé à sa sœur d'aller checker le sous-sol, d'aller voir s'il y avait rien, ce que sa sœur a fait. Évidemment, il y avait rien. Évidemment, ce jour-là, Sacha n'a pas dormi une seule seconde, il était terrorisé, il repensait à ce qu'il venait de vivre, il se disait mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il explique en tout cas qu'il a jamais eu d'explication rationnelle à ça. En premier lieu, on se dit bon il a fait une énorme terreur nocturne, il a fait une paralysie du sommeil, mais en même temps, j'ai creusé, je suis tombé sur d'autres histoires très similaires mais qui se passent pas en pleine nuit et qui ont pas lieu quand la personne essaie de s'endormir. Il y a effectivement pas mal de gens qui racontent qu'ils ont croisé à un moment donné une personne avec les yeux tout noirs, avec un regard méchant, et c'était une rencontre un peu anodine où la personne est dans un premier temps est pas méchante et puis il y a un élément où elle se braque et elle a l'air en colère, et il y a pas mal de gens qui ont croisé ce genre de truc, des gens aux yeux noirs. Faites des recherches là-dessus si vous voulez, ça fait très peur, c'est pas du tout rassurant, et pour cette raison on va passer à l'histoire d'après, on va arrêter de parler de celle-ci. Voilà, la prochaine et dernière histoire, c'est celle de Valentine, et c'est un truc qui lui est arrivé quand elle avait 17 ans et qui j'espère ne vous arrivera jamais. À l'époque, Valentine habite dans un campus universitaire en coloc avec deux autres personnes qu'elle appellera dans cette histoire Polly et Alex. Ce jour-là, c'est la fin des cours, elle rentre chez elle, il est 17h30 et en arrivant en bas de son bâtiment, elle voit un mec attendre.
c'est une grande résidence, vous vous en doutez, il y a plein de gens qui habitent là, donc elle passe devant lui sans se soucier de lui, elle prend l'ascenseur et elle rentre dans son appartement. Quelques minutes plus tard, ça toque à la porte, devinez qui est là? Le mec qui attendait en bas du bâtiment. Il lui explique que c'est un ami d'Alex qui devait se voir tous les deux, mais qu'Alex est en retard. En lui expliquant ça, il lui parle du stage d'Alex, il lui parle aussi de son emploi du temps, c'est que des infos vraies, et donc Valentine veut pas faire galérer le pote de son coloc, donc elle le fait rentrer. Valentine, elle veut mettre à l'aise le pote de son coloc, donc elle lui prépare un thé, et puis elle commence à discuter avec lui en attendant le retour d'Alex. Et peu à peu, la discussion elle devient un peu dark, c'est-à-dire que le pote d'Alex se met à lui parler de ses tendances suicidaires, et surtout du nombre de flingues qu'il a chez lui. Immédiatement, elle trouve ça chelou pour un Français d'avoir des armes chez lui, vu qu'on n'est pas aux États-Unis. Ça se fait pas comme ça d'avoir des armes chez soi. Bref, plus la discussion continue, moins Valentine est à l'aise. À tel point qu'à un moment, elle prend son téléphone et qu'elle envoie discrètement un message à Alex pour lui dire dépêche-toi de rentrer, il y a ton ami qui est là et il me met grave mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, Alex lui répond en lui disant que il a pas d'amis creepy, donc il lui demande de prendre une photo de ce fameux ami pour vérifier qui il est. Valentine prend discrètement en photo le mec, elle l'envoie à Alex et Alex répond juste écoute, je fais au plus vite, j'arrive. Quelques minutes plus tard, Alex est déjà là, il toque, il rentre dans l'appartement, il dit bonjour à son pote, et là, il y a une minute où ça discute pas. Personne ne parle. Et pendant ce long silence gênant, Valentine reçoit un message d'Alex qui lui dit je connais pas ce mec. Ce n'est pas mon ami. Valentine pense qu'Alex lui fait une blague, elle lève la tête, elle le regarde, et en voyant sa tête, elle réalise qu'il blague pas du tout. Il est autant stressé qu'elle. Ils sont donc bloqués dans leur propre appartement avec un inconnu qui semble en savoir beaucoup sur la vie d'Alex alors qu'ils se sont jamais vus. C'est une situation qui est quand même inédite, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment réagir, ils savent pas s'il faut appeler les flics, s'il faut dire au gars de se barrer. Ils adoptent donc naturellement une stratégie qui est celle de faire leur vie dans l'appart en ignorant le mec. De cette manière, ils se disent que le mec va comprendre le message et va naturellement se casser de l'appart. Alex et Valentine se mettent donc à préparer le repas, ils mettent la table, ils se préparent à manger et le mec lui reste sur le canapé à regarder la télé sans poser aucune question, sans même leur adresser la parole. La situation est lunaire. La porte de l'appartement s'ouvre, c'est Polly, la deuxième colocataire de Valentine, qui rentre des cours et qui leur demande qui est le mec dans le canapé dans le salon. Ils prennent le temps quand même de lui expliquer leur stratégie du on vit notre vie jusqu'à ce que le mec se sente mal et se barre de lui-même. Et Polly les suit dans cette stratégie et commence à leur raconter sa journée comme si rien n'était. Faut savoir que Polly ce jour-là n'allait pas spécialement bien. Quand elle leur raconte un peu sa journée, son mood, ses trucs dans la vie, c'est un peu dark, elle dit des trucs pas très agréables à entendre, elle va mal. Et pendant qu'elle leur raconte toutes ces choses, l'inconnu du canapé les rejoint dans la cuisine, il se tape une énorme barre en entendant ce que Polly dit, puis il retourne dans le salon se poser sur le canapé. C'en est trop pour Alex qui dit à Valentine et Polly de se barrer de l'appart pendant qu'il va gérer ce mec en fait et lui dire de se casser. Valentine et Polly s'exécutent, elles font semblant de rejoindre des amis pour dîner. Alex lui retourne dans le salon, il va donc le voir, il la joue cool, il lui dit écoute frérot viens on se voit demain, moi je vais me coucher, le mieux c'est que tu rentres chez toi. Et l'inconnu lui dit j'attends les filles. Là pour Alex c'est trop, c'est vraiment trop bizarre et donc il monte un peu dans les tours et lui dit écoute mec, maintenant je te le dis, tu rentres chez toi parce que là je vais dormir. Donc c'est pas une question, c'est genre un ordre. Miracle, le mec s'exécute, il sort de l'appartement et descend les escaliers et sur sa route, il croise Valentine et Polly qui sont rentrés un peu plus tôt que prévu à l'appartement et qui surtout s'inquiétaient pour Alex. Et donc en croisant le mec leur fait un grand sourire bien creepy et puis il continue de descendre les marches et il disparaît. Valentine et Polly sont de retour dans l'appart, elles se précipitent vers Alex et lui disent « Alors c'était qui? Comment ça se fait qu'il connaissait ton prénom, qu'il connaissait ton emploi du temps, qu'il avait ton adresse? Enfin c'est qui ce mec ?» Malheureusement, aucun de nos amis n'est capable de répondre à ces questions, personne comprend qui était ce mec et comment il a fait pour avoir toutes ces infos. Et en fait, ils vont juste en tirer une conclusion, c'est bah vas-y maintenant, personne fait rentrer dans le bâtiment quelqu'un qu'il ne connaît pas, même s'il dit que c'est un pote d'un autre machin. Voilà, on la joue safe à 100%, faites gaffe. 2 semaines plus tard, Polly est dans sa chambre et en regardant par sa fenêtre, elle aperçoit une voiture rouge garée sur le parking de la résidence et au volant de cette voiture rouge, vous vous en doutez, c'est ce fameux mec. Polly note immédiatement la plaque de la voiture sur une feuille et rapidement ça toque à la porte et c'est le mec qui est monté. Évidemment elle ouvre pas la porte, elle lui parle à travers la porte et le mec lui ressort le même bullshit que 2 semaines plus tôt. Il lui dit ouais je suis un ami d'Alex, on devait se voir, blablabla. Cette fois Polly s'énerve et lui dit écoute mec si tu t'es pas barré dans 5 minutes j'appelle les flics et on va porter plainte. Et devinez quoi, il a pas insisté, il s'est cassé et elles ne l'ont jamais revu. En revanche, quelques semaines plus tard, Alex a réussi à élucider le mystère. En fait, à l'époque, il avait l'habitude d'aller jouer dans un cybercafé. Et il s'est souvenu 4 semaines plus tard qu'un jour, il a aperçu ce mec dans ce cybercafé. Il l'a aperçu et même plus que ça, Alex était en train de jouer, il tryhardait, et il y a un mec qui s'est assis à côté de lui et qui a commencé à lui parler, et c'était ce mec. Il s'en est souvenu que quelques semaines plus tard. Et donc il pense qu'en fait, le mec a fait un blocage sur lui, que c'était un stalker, et qu'il l'a suivi pendant des jours et des jours pour connaître les lieux où il allait, ses déplacements, son emploi du temps, et pour pouvoir se rapprocher de lui. En tout cas, en réalisant ça, Alex, Polly et Valentine ont bien évidemment méga badé et ils ont déménagé 2 mois plus tard par sécurité pour à tout prix ne pas recroiser la route de ce mec qui, je vous le rappelle, avait dit à Valentine qu'il a chez lui plein de flingues.
c'est bon. Bref, je trouve ça fou la situation dans laquelle ils sont retrouvés à avoir un inconnu chez toi, à pas oser lui dire bah dégage, tu es qui, à subir la situation alors que c'est potentiellement un mec très dangereux. Et c'est terrible parce que c'est souvent une strate des mecs creepy de se faire passer pour un ami d'un ami et du coup bah tu le connais pas, mais comme c'est l'ami d'un ami, t'as pas envie de le mettre mal, donc tu le mets à l'aise, tu le fais rentrer. C'est un truc assez classique de gens polis en fait. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. La première histoire est vraiment de très loin la pire, je trouve, elle est horrible. C'est parti, on commence avec la première histoire, celle d'Isaac. À l'époque, il est en coloc avec un mec plus vieux que lui qui s'appelle François et qui est policier. Dans la coloc, Isaac dort dans le canapé-lit du salon et François lui dort dans la seule chambre de l'appartement. François bosse la journée ou le soir, Isaac bosse de chez lui et tout va bien. Mais Isaac, il a des petits problèmes de sommeil. Et ce soir-là, il tape l'insomnie de sa vie, c'est-à-dire qu'il dort 0 minutes. Une insomnie relou où d'un coup tu regardes à travers la fenêtre et il fait jour et tu te dis putain, j'ai une journée de taf, j'ai dormi 0 minutes, comment je vais faire? Il part de son appartement pour aller acheter une boisson énergisante. En rentrant chez lui, prêt à boire sa merveilleuse boisson énergisante, n'est-ce pas, il voit que la porte de la chambre de son coloc est toujours fermée. Et c'est bizarre parce que François est policier et devrait déjà être parti au travail à cette heure-là. Isaac en tire une conclusion évidente, François est malade, il a dû se réveiller dans le mal avec une nausée ou je sais pas quoi, appeler le travail pour les prévenir et il s'est rendormi, bref des trucs qui arrivent. Et en ouvrant la porte, il découvre que les volets de la chambre sont fermés et que François est bel et bien allongé dans son lit, le front qui dépasse de la couette. Isaac retourne dans le salon, il sort son PC et il se met à bosser. Il est maintenant 14h et François est toujours pas sorti de sa chambre depuis ce matin, donc il a l'air d'être vraiment très malade. Le temps passe et Isaac il est de plus en plus fatigué parce que je vous rappelle qu'il a pas dormi de la nuit et donc il décide de faire une petite sieste parce qu'il arrive plus à bosser à cause de la fatigue. Il se réveille aux alentours de 16h, il regarde en direction de la chambre de François et la porte est toujours fermée. Le temps passe, les heures passent, il est maintenant 22h. Isaac est complètement KO à cause de la nuit blanche qui vient de passer et il décide d'aller prendre des news de François. Mais au moment où il se lève du canapé pour aller vers la chambre, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Isaac s'approche de la porte et arrivé devant la porte, il entend quelqu'un mettre des clés dans la serrure. Isaac il est figé devant la porte, il comprend pas. Il se dit mais attends, qui est en train de rentrer dans l'appart là? La serrure se déverrouille et Isaac se retrouve face à François. Là évidemment gros blanc, François regarde Isaac en lui disant bah qu'est-ce que t'as frérot? Ça va? Ça fait 2 jours. Là Isaac réalise un truc très relou. Il y a 2 jours, François lui avait dit qu'il allait partir en week-end avec des amis. Sauf que c'est très rare que François prenne des vacances et Isaac il a oublié cette info. Il prend François par le bras, il se précipite hors de l'appart et il lui dit mec, qui est dans ton lit? François il prend très au sérieux l'histoire et malgré le fait qu'il ait pas son arme de service, il fonce dans l'appart. Isaac lui il reste sur le palier, il a du mal à réaliser ce qui se passe mais quand même il prend son téléphone et il appelle la police. La police lui explique qu'ils arrivent dans 10 minutes et lui demande de rester sur le palier avec François, maintenant que de toute façon ils sont hors de danger puisqu'ils ont enfermé l'inconnu dans leur appart. Mais cette instruction elle arrive un peu tard puisque François il est déjà dans l'appart à ce moment-là. Du coup après avoir raccroché, Isaac il se dit est-ce que François va bien? Ou est-ce qu'il est en train de se frapper avec le mec du lit? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il rentre dans l'appartement, il va dans la chambre et là il découvre François qui vient d'assommer le mec qui dort avec la canette de boisson énergisante achetée le matin même par Isaac suite à son insomnie. Il a le visage creusé, des cernes énormes, il fait crade, bref c'est un mec pas beau à voir et c'est surtout un mec que ni François ni Isaac ne connaissent. La police arrive donc sur les lieux, elle rentre dans la chambre, elle tombe sur le mec assommé par une canette par François qui leur explique bon voilà il dort dans mon lit, je sais pas qui c'est, paf la canette quoi sur la tête. Ils lui mettent les menottes, ils l'embarquent, tout le monde va bien, y a pas de combat ou quoi, le gars a été assommé hein. Et ben écoutez c'était un mec activement recherché par la police pour vol et agression sexuelle. En fait il est rentré dans l'appart quand Isaac est allé acheter sa canette de boisson énergisante. Comme il pensait que François était dans l'appart, il a pas fermé à clé derrière lui et c'est à ce moment-là que l'inconnu est venu et s'est immiscé dans le lit de François. Du coup si vous allez acheter une canette de boisson énergisante, peut-être vérifier la chambre du coloc avant, un petit coup d'œil. Ça me fait penser à un truc cette histoire, c'est que quand j'étais plus jeune, mon beau-père il fermait tout le temps à clé chez nous la journée. Et ça me saoulait de fou parce que moi je faisais plein de va-et-vient dehors pour voir des potes, des trucs et je lui disais mais pourquoi tu fermes? Et il me disait écoute Lucas, on sait jamais. Tu verras quand tu raconteras plein d'histoires flippantes là sur YouTube dans 10-15 ans, tu verras que j'avais raison. Et ben écoute Jean-François, tu avais raison. Je suis ravi de pas avoir trouvé un inconnu dormir dans mon lit grâce à toi. Merci. Sachez que cette première histoire c'était celle d'un Français qui l'a mis sur le subreddit des histoires françaises. Je vous remets le lien s'il y en a qui veulent raconter des trucs, n'hésitez pas. Deuxième histoire, cette fois on retourne aux États-Unis, c'est celle de Anna. Anna vit dans une petite communauté rurale dans l'est des États-Unis. C'est vraiment genre une toute petite ville. Elle bosse dans le domaine médical et donc elle connaît pas mal les forces de l'ordre, les pompiers, bref, tous les gens qui bossent dans la ville comme c'est le cas dans toutes les petites villes. Tout le monde se connaît un peu. Elle prend le temps de préciser que du coup il y a beaucoup de ragots, d'histoires, de commérages, tout ce qu'on aime. Bref, l'histoire s'est passée il y a 1 an. À l'époque, Anna est célibataire et elle vient de déménager 2 fois de suite à cause d'un harceleur. Mais elle précise que ça c'est une autre histoire et qu'elle la racontera une autre fois. Cependant, c'est un détail pertinent pour plusieurs raisons. À cause de ce harceleur, elle a acheté un chien, ainsi que des caméras à l'extérieur de chez elle. Sa maison, elle est dans la même rue que la caserne des pompiers et que le poste de police. Ça veut dire en cas de problème, Anna elle est tranquille. Et détail important, elle précise que juste à côté de la caserne des pompiers, il y a une sorte de grand parking sur lequel tous les véhicules du service public se garent. Et bizarrement, sur ce parking là, il n'y a pas de caméra.
Et ça va être un problème. Ce soir-là, c'est la fête nationale, donc le quartier il organise tout un tas de petits événements. Anna sort son chien, elle vit un moment paisible puisque comme tout le monde est à des fêtes ou chez des voisins, bah y a personne dehors, y a aucun bruit. Mais elle voit au loin en contrebas un gros pick-up blanc traverser la rue. Ça l'affole pas plus que ça jusqu'à ce qu'elle le voit faire le même chemin en sens inverse 20 secondes plus tard. Et cette fois, il se gare sur le parking des véhicules du service public. Sauf que ce pick-up blanc, c'est clairement pas un véhicule des services publics. Anna, elle précise que c'est plutôt commun que des gens viennent, généralement la nuit, se garer sur ce fameux parking et décharger des trucs et les mettre dans les camions poubelles, la plupart du temps parce que ces gens ne veulent pas aller jusqu'à la décharge qui est beaucoup plus loin. Elle a donc déjà vu ça plusieurs fois, sauf que généralement les gens qui font ça, ce qui sortent de leur véhicule, c'est des encombrants, genre des meubles cassés, des chaises de bureau cassées, des trucs gros et chiants. Ce soir-là, ce que le chauffeur récupère à l'arrière de son véhicule, c'est 3 grands sacs poubelles noirs. Et il les jette un par un dans la trémie du camion poubelle. Il remonte dans son pick-up et il part. Anna, elle a un feeling chelou. Elle se dit mais attends, pourquoi venir illégalement mettre des ordures dans un camion poubelle garé si ce que tu y mets ce sont de simples sacs poubelles que tu pourrais mettre dans n'importe quelle poubelle dans la rue. C'est bizarre, c'est pas commun. Du coup ce soir-là, pour la première fois, elle appelle la police. Quelques minutes plus tard, un officier arrive, elle le rejoint et elle lui explique précisément ce qu'elle a vu, pourquoi elle trouve ça suspect et dans quel camion poubelle l'homme a déposé les sacs poubelles. L'agent se dirige vers le camion poubelle, en arrivant, il prend quelques photos des sacs et puis il met des gants et il demande à Anna de rester en retrait. Le sac s'ouvre, l'agent regarde ce qu'il contient et il devient tout blanc. Il fait 3 pas en arrière et il dit « Merde, il y a un corps découpé dans le sac ». Anna, elle est méga choquée, et là évidemment, quand des policiers tombent sur un cadavre découpé dans les sacs poubelles, c'est pas genre ah bah on remet à demain, on va enquêter, merci, non. Le policier il appelle le shérif il débarque en 5 minutes, il y a des policiers qui arrivent toutes les 5 minutes de partout jusqu'à un moment donné où l'un des policiers raccompagne Anna chez elle en lui disant bon bah merci de nous avoir appelé, désolé à vous d'avoir entrevu ça, et on vous tient au courant, allez ciao. Anna, cette belle gosse, elle a quand même pris soin de faire une copie de toutes les images des caméras de surveillance qu'il y a autour de sa maison, caméras sur lesquelles on voit en contrebas le parking et donc le pick-up, et on entrevoit un peu le chauffeur descendre du pick-up. Elle leur envoie tout ça et puis elle a pas de news pour un moment et elle est un peu en bas parce qu'elle se dit attends, il y a un mec qui vient de déposer un cadavre découpé juste en bas de chez moi, c'est chaud. Et puis quelques jours plus tard, le shérif l'appelle pour lui donner des news et essayer de la rassurer et il lui explique que l'enquête est toujours en cours mais que ce serait apparemment lié à un règlement de compte au sein de la mafia locale. Mafia dont Anna ignorait totalement l'existence. Elle explique que ça l'a quand même vachement fait bader et que depuis elle a décidé de redéménager dans une zone cette fois-ci un peu moins reculée et qui ne donne pas sur des zones désaffectées dans lesquelles apparemment des gens déposent des cadavres. Est-ce que c'est bon pour vous? En vrai, Anna, championne. Franchement, elle a eu du flair, elle a vu ce truc-là. Elle en avait déjà vu plein déposer des trucs, mais là, elle s'est dit, c'est pas normal. Cadavre! Allez hop, j'en rigole, mais c'est horrible, mec. Messieurs, dames, c'est l'heure de la 3e histoire, celle de Maud. À l'époque, Maud a 18 ans et elle travaille à la réception de sa résidence universitaire. Petit bémol, l'ensemble du bâtiment fonctionne avec un système de clés magnétiques, sauf que le système est obsolète. Pourquoi c'est obsolète? Parce que du coup, quand les piles sont mortes, bah, tu peux plus ouvrir la porte avec les clés magnétiques. Et il y a tout un processus assez long pour remplacer les piles et reprogrammer la porte. Bref, un soir vers 1h du mat, un mec aux cheveux longs se rend à la réception depuis l'intérieur de l'hôtel. Il arrive face à Maud et il lui explique qu'il a oublié sa clé dans la chambre et il lui demande de lui en refaire une. Elle lui refait donc une carte, elle lui donne et il remonte dans sa chambre. 2 heures plus tard, vers 3h du mat, l'étudiant revient à la réception et explique à Maud qu'il n'arrive pas à accéder à sa chambre d'hôtel. Maud lui demande s'il a reperdu sa clé et il lui dit non 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 je l'ai mais la porte ne s'ouvre pas. Du coup Maud dans sa tête ça fait Eureka, les piles sont mortes, fait chier. Elle explique donc à cet étudiant qu'elle va devoir remonter avec lui et l'échanger et qu'il y en a pour un petit moment. L'étudiant lui dit ok pas de soucis, il lui demande son nom et il lui donne pas le sien en retour. Et c'est con mais généralement quand tu demandes son prénom à quelqu'un c'est pour donner le tien juste après ou vice versa. Et Maud ça la gêne, elle se dit bizarre. Elle arrive devant la chambre de l'étudiant, elle ouvre la porte avec une clé, donc manuellement, un truc qui marche sans le système de pile à la con. Elle rentre dans la chambre et puis elle se met à accéder au panneau de contrôle et à faire ce qu'il faut. Et elle demande à l'étudiant de laisser la porte ouverte. Et l'étudiant lui dit non. C'est bizarre mais Maud ça l'inquiète pas vraiment à ce moment là puisqu'elle a déjà changé pas mal de fois les piles du putain de panneau de contrôle et généralement les étudiants ils aiment pas trop laisser grande ouverte la porte de leur chambre parce qu'ils ont peur que les autres voient ce qu'il y a dans leur chambre etc. Bref. Et puis l'étudiant la regarde au loin et lui dit j'ai un blême avec mon lit aussi, il est cassé. Est-ce que tu peux le réparer s'il te plaît? Maud lui dit bah attends je finis déjà le truc de la porte et après on voit pour ton lit. Et là cet étudiant lui explique qu'apparemment il y aurait une fuite sous le frigo, qu'il faudrait qu'elle aille voir ça aussi. Et il arrête pas de lui lancer plein de problèmes aléatoires et à chaque fois dans tous ces blèmes la résolution c'est Maud qui devrait s'allonger par terre pour accéder au truc. À un moment donné l'étudiant lui propose qu'elle enlève ses lunettes. Ce qui est une proposition étrange. Soyons honnêtes, on a rarement dit à des gens t'es chaud pour retirer tes lunettes frérot? Maud lui répond et lui dit non j'ai besoin de mes lunettes pour voir, vraiment si je les ai pas je vois que dalle. Et c'est là que l'étudiant change complètement de ton. De manière beaucoup plus calme et beaucoup plus flippante, il lui dit Maud c'est bon tu peux les enlever.
elle reste calme et elle lui dit écoute non merci je dois les garder. Elle explique que même si le mec lui faisait grave peur, à ce moment-là elle veut pas risquer de le contrarier, elle veut pas provoquer une réaction quelconque, elle veut juste être lisse et s'enfuir le plus vite possible de ce truc. Peu de temps après, elle ouvre la porte de la chambre pour accéder au kit de réparation de la porte qui se trouve dans le couloir. Et quand elle fait ça, l'étudiant saute sur la porte et la ferme. Et il dit à Anna je veux que cette porte reste fermée. Et pendant qu'elle est dans cette position relou, l'étudiant lui est quasiment collé à elle et lui touche les cheveux. Là, c'en est trop pour Maud, elle pousse le mec, elle sort de la chambre et elle lui dit mec, tu me touches pas. Et l'étudiant qui tient la porte grande ouverte lui dit non mais c'est bon, reviens et s'il te plaît, répare le lit parce qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Et là, elle réalise un truc. Il y a rien dans sa chambre d'étudiant. Il y a pas de vaisselle dans la cuisine, il y a pas de rideau de douche dans la salle de bain, il y a pas de drap sur le lit, il y a rien. Et s'il y a rien, ça veut juste dire que c'est pas sa chambre. Maud tripote le panneau de contrôle quelques secondes, elle lui dit c'est bon, c'est réparé et elle fonce vers l'ascenseur. Arrivée à l'ascenseur, elle se rend compte que l'étudiant n'est plus dans sa chambre mais qu'il est dans le couloir et qu'il la regarde en lui criant dessus en lui disant hé, c'est pas réparé la porte. À ce moment-là, Maud attend l'ascenseur. Elle se sent vraiment pas safe, elle est obligée de le confronter et elle fait un move de fou. Elle l'accompagne de nouveau jusqu'à sa chambre, elle ouvre la porte manuellement avec la clé. L'étudiant rentre dans sa chambre et puis elle lui donne la clé en lui disant moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'arrive pas, donc demain j'envoie une équipe. Allez, bonne nuit. Et là elle referme la porte et elle dévale les escaliers de l'hôtel jusqu'à la réception. Elle commence à chercher l'historique de la chambre dans l'ordinateur et elle se rend compte que la chambre est censée être vide. Il n'y a pas d'étudiants actuellement dans cette chambre. Maud elle appelle donc directement la sécu en leur disant les gars j'ai un blême, venez vite. Et à peine elle raccroche, qui se pointe? Le soi-disant étudiant. Et là le mec fait un truc trop bizarre. Il déchire le coin d'un morceau de papier qu'il y avait sur le bureau. Et dessus il dessine une fleur. Pourquoi? Face à ça, elle est pas touchée, elle est tétanisée, Maud. Et en levant les yeux, ouf, les mecs de la sécurité sont là. Et là s'entame une longue discussion trop bizarre où il dit aux agents de sécu qui vit là, que c'est sa chambre d'étudiant. Les agents de sécu le regardent et lui disent mais frérot, tu n'es pas étudiant et ce n'est pas ta chambre. À l'issue de cette longue discussion lunaire où le mec est clairement en train de mytho, les agents de sécurité le dégagent de l'hôtel, mais personne n'appelle pour autant la police puisqu'il a rien fait de condamnable ou d'illégal aux yeux de la loi. Il a menacé personne, il a agressé personne, c'est juste un mec qui a voulu squatter un lieu qui n'est pas le sien. Mais l'un des agents de sécurité va quand même faire un rapport à la police au cas où. Et qu'est-ce qu'il a bien fait? Quelques semaines plus tard, Maud elle apprend en fait que le mec qui était là, c'est un mec qui s'était déjà fait arrêter par la police pour falsification de papier d'identité parce qu'il avait déjà tenté de se faire passer pour un étudiant dans des campus universitaires. En gros son truc c'est de squatter un logement étudiant et de se faire passer pour un étudiant et de devenir pote avec les étudiants. Ça fait beaucoup de fois le mot étudiant et ses motivations c'était déjà le prix des logements étudiants qui est beaucoup moins cher que des logements pas étudiants et surtout se rapprocher des étudiants. Messieurs, dames, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous a plu. Pendant pas mal de temps, je me disais putain, ça doit être trop cool cette expérience de campus universitaire où tout le monde est dans sa chambre, il y a que des jeunes qui sont là pour étudier et kiffer. Ah, trop bien. Bah, je veux plus. Voilà, vous m'entendez? Je ne veux plus. Bref, je retourne lire plein d'histoires pour